Donc bonjour à toutes et à tous. Je Bonjour. suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons commencer par dédier cette visioconférence à Christian, qui nous a quittés le 8 septembre. Christian était toujours présent avec nous, positif, battant, avec son âme de rugbyman. Malheureusement, il va nous manquer. Le thème de ce jour concerne les médicaments que les greffés pulmonaires doivent prendre, dont certains médicaments à vie. Nous nous posons parfois des questions sur ces médicaments, vu la quantité quotidienne que nous devons avaler. Est-ce que les effets sont aussi efficaces avec le mélange? Est-ce que l'on pourrait étaler la prise plusieurs fois dans la journée? Pouvons-nous faire de l'automédication, etc., etc. C'est justement pour répondre à toutes ces questions que nous avons invité le docteur Doria, accompagné du docteur Valentin Chevalet et son interne, qui vont pouvoir nous éclairer. Bonjour docteur Doria, bonjour docteur Chevalet, et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc docteur Doria, merci de vous présenter, de présenter aussi les pharmaciens qui sont présents à côté de vous. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Gaëlle Doria, je suis pneumologue à l'hôpital Marine-Lanoux et je m'occupe des patients transplantés pulmonaires. Et donc, on travaille conjointement avec les pharmaciens qui ont un rôle très important justement pour la prise des médicaments et qui participent beaucoup à l'éducation thérapeutique des patients transplantés à Marie-Lannelongue. Il y a une vraie interaction entre la pharmacie et les pneumologues et c'est extrêmement intéressant. Donc, Valentin Chevalet, qui est un de nos pharmaciens, et Marie, son interne, qui s'intéresse beaucoup au sujet et qui participe aussi au programme d'ETP sur Marie-Lannelongue. Je- Effectivement, il y a quelques années, la pharmacie, en accord avec les pneumologues, en partenariat, la pharmacie a mis en place des entretiens chez les patients transplantés, en général dits pulmonaires, à un mois post-greffe pour faire un rappel sur tous les traitements, et aussi à 6 mois. Donc en général, quand le patient revient pour une hospitalisation de jour ou pour une consulte, on essaye entre guillemets, d'attraper le patient et de refaire un redit à 6 mois pour savoir si tout a été compris, si les notions restent les mêmes, s'il y a encore des points améliorés. Et si le patient ne revient pas, il y a une consultation téléphonique avec la pharmacie. Donc on a un suivi des patients transplantés, on sait ce qu'ils viennent, certains décèdent, certains vivent très bien, et ça nous permet de faire ce suivi qui est encadré par nos internes, donc Marie suit ça de manière très attentive. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Donc, je vais maintenant vous poser la première question. Et elles sont assez nombreuses. Donc, voilà, il nous est prescrit la prise des corticoïdes et autres médicaments le matin, ce qui représente un certain nombre de comprimés à prendre en même temps. Les effets, évidemment, sont-ils aussi efficaces? Oui, les effets sont efficaces. Les médicaments, ils sont faits de toute façon pour être pris d'une manière bien spécifique. Maintenant, on recommande quand même de prendre les anti-rejet à 2 heures d'écart avec les autres médicaments, de manière à être sûr qu'ils n'entrent pas en interaction les uns avec les autres. Après, la prise concomitante des autres médicaments, en général, n'a pas d'effet. Enfin, ils sont bien là où ils sont. Néanmoins, il peut arriver quand même, en fonction des patients, qu'on prenne les anti-rejet en même temps que les autres médicaments. Si jamais les plans de prise devaient changer, il faut quand même refaire des dosages pour être sûr que les anti-rejet ne sont pas gênés par les autres médicaments et inversement d'ailleurs. D'accord. Donc il doit y avoir des petites variations intercentres. Initialement et pendant de nombreuses années, il y avait, pour citer le tacrolimus doit être pris à 2 heures de toute autre prise ou à 1 heure, 1 heure et demie en fonction des centres. Il doit être pris de façon isolée. Donc certains greffés, en particulier ceux qui ont été greffés il y a très longtemps, restent sur ce dogme-là. En pratique, il est préférable de les prendre de façon séparée des autres, mais
au cas par cas, et c'est comme tout hein, en transplantation, c'est-à-dire qu'on s'adapte au mode de vie du patient. Oui. Il y en a qui travaillent à 10 heures, ils vont oublier leur traitement. Ils disent clairement, même si j'ai l'alarme sur le téléphone, en pratique, je suis en réunion, je fais autre chose et c'est compliqué. Dans ces cas-là, on peut au cas par cas prendre les anti-rejets en même temps que les autres traitements le matin, par exemple. Simplement, il faut prendre toujours avec les mêmes traitements, toujours avec le même petit déjeuner pour pas qu'il y ait de variation de taux. Et le plus important, en fait, c'est le dosage sanguin des médicaments. Hum. Mais pour éviter cette quantité de comprimés, donc on a bien compris que les anti-rejets étaient très importants, il fallait les prendre toujours de la même façon et à un espace relativement long par rapport aux autres médicaments. Mais pour éviter une quantité de comprimés important, autre que les anti-rejets, pouvons-nous prendre nous-mêmes la décision d'espacer, de prendre certains médicaments le midi par exemple, hein, y a-t-il des contradictions ou quels sont les médicaments que l'on peut dissocier du matin, que l'on pourrait prendre le midi, comme le magnésium ou la vitamine D, par exemple, ou d'autres traitements qui pourraient s'ajouter, comme la tension et autres. Est-ce qu'on est tenu de les prendre toujours en même temps le matin? Alors, comme disait le docteur Doria, c'est vraiment au cas par cas. Je reprends votre exemple sur, par exemple, le magnésium, la vitamine D. Il n'y aura aucune interaction. Vous pouvez prendre quand vous le voulez. Ça, il n'y aura pas de problème. Après, on peut prendre des médicaments un peu tout venant. Je prends par exemple les inhibiteurs de la pompe à proton. C'est des médicaments protecteurs gastriques. On connaît tous l'oméprazole, par exemple. On a tous des troubles à partir d'un certain âge au niveau gastrique. Par exemple, ce médicament-là peut avoir des interactions avec certains anti-rejets. Donc, par exemple, vous allez être équilibré, votre trithérapie anti-immunosuppressive va être définie telle quelle, donc les 3 comprimés le matin, et vous avez déjà eu un inhibiteur de la pompe à proton, donc on va prendre l'oméprazole, qui était pris en même temps. Ben là, il va falloir garder ce schéma de prise. Vous n'allez pas décider tout seul, sans accord du pneumologue, de décaler de 2 ou 4 heures la prise de l'oméprazole, parce que ça va jouer sur l'absorption des autres médicaments. Donc en fait, chaque médicament doit être pris au cas par cas. Là, je vous ai donné l'oméprazole, ça aurait pu être une autre famille. Le Doliprane, des vitamines, il n'y aura pas de souci. C'est pour ça qu'à chaque nouveau médicament, vous allez avoir dans votre. Déjà, vous allez en avoir beaucoup, mais s'il y a des médicaments qui vont s'enlever ou au contraire ou s'ajouter, il faudra redéfinir le plan de prise et potentiellement refaire des dosages. C'est très important. Ça D'accord. paraît anodin, on dit ah bah cool, j'ai un médicament en moins. Ben, est-ce que ce médicament-là, je ne vais pas dans l'absorption des autres et est-ce que je ne vais pas tout déséquilibrer? C'est ça qui est complexe en fait avec les immunosuppresseurs. D'accord, donc c'est très important de s'y tenir et de ne pas faire n'importe quoi. Donc pourquoi 3 immunosuppresseurs au lieu d'un seul? Quelle est l'action propre à chacun et leurs effets secondaires? En fait, c'est une trithérapie immunosuppressive, comme on pourrait, il y a des trithérapies dans les chimiothérapies, dans certaines maladies virales. En fait, vous allez taper dans différentes voies. Vous allez inhiber la prolifération, vous allez inhiber certaines cellules du système immunitaire, les lymphocytes, pour faire simple. En fait, le fait de jouer taper dans différentes voies, vous allez être plus efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des trithérapies, trois médicaments de familles différentes pour être le plus efficace possible. Donc, il y a les D'accord, plus connus, on connaît tous les corticoïdes, les corticostéroïdes, qui vont jouer sur la prolifération de certains lymphocytes. d'accord. Et on Et va trouver la Tacrolimus, le mycophénolate mofétil, par exemple. oui, justement, quelle est la différence entre cyclosporine et tacrolimus? Alors, oui, tu réponds, je te laisse ça. C'est tous les deux des immunosuppresseurs, c'est juste que c'est une histoire de famille en fait. C'est des catégories de molécules différentes. La cyclosporine, vous m'avez dit quoi? Cyclosporine et Et Tacrolimus. tacrolimus. cyclosporine et tacrolimus. Le tacrolimus, ça va être plutôt un... Non, c'est la cyclosporine, c'est En fait, c'est deux cousins, ouais, en c'est fait. ça. C'est deux Qui fonctionne cousins. de la même manière, mais avec un mécanisme d'action qui va être différent. Et il y en a un qui est plus facile à être équilibré. Parce que, comme on disait Mme Doria, le plus important, c'est le dosage, de se retrouver dans une zone thérapeutique. Donc, si on est au-dessus de la zone thérapeutique, on est en surdosage. Donc, on majore les effets indésirables de ce médicament.
Et si on est en dessous, le risque, c'est qu'on ne soit pas assez efficace et qu'il y ait un risque de rejet aigu ou chronique. Donc, le but, c'est d'être dans cette zone thérapeutique. Et avec la cyclosporine, en début, c'est plus facile d'équilibrer dans cette zone thérapeutique. Donc, en général, chez nous, quand les patients sont en réanimation et quand ils montent dans les étages, ils sont en général initiés sous cyclosporine. Et une fois que c'est équilibré, on passe progressivement au tacrolimus et les patients surtout tacrolimus avec un dosage équilibré. Donc, le, pour compléter, la cyclosporine et le tacrolimus font partie de la même famille. C'est la famille des anticalcineurines. D'accord. Il y a, toutes les études ont montré qu'il y avait un peu moins de rejet avec le tacrolimus. Donc, ça Donc répond un après, peu à la question pourquoi prescrire l'un plutôt que l'autre, en fait. voilà, c'est ça. Donc le tacrolimus, on va dire, en théorie, est plus efficace en termes d'anti-rejet. Il y a moins de rejet avec le tacrolimus qu'avec avec la cyclosporine. En réanimation, c'est beaucoup plus simple de mettre de la cyclosporine parce que c'est plus facile en intraveineux. Le tacrolimus est quasi ingérable en intraveineux. Donc après, il y a des habitudes de centre. La cyclosporine a été développée avant le tacrolimus. Donc pareil, des greffés depuis plus de 10 ans ont souvent eu d'abord du néoral. Et s'il n'y a pas de problème de rejet, ben, ils l'ont souvent. Et les greffés plus récents, ou ceux qui ont fait un rejet, ont plutôt du tacrolimus. Et après, ça dépend. Si on fait un effet secondaire grave au tacrolimus, par exemple une microangiopathie thrombotique, enfin bon, c'est des choses un peu rares, mais bon, ça arrive, on relaie par l'autre parce que c'est un des médicaments, un anti-rejet principal. C'est corticoïde et anticalcineurine, c'est-à-dire néoral ou tacrolimus. Après, les deux autres classes thérapeutiques, il y a le CEL7, ou que vous connaissez sous Mifortic, enfin, le mycophénolate mofétyle, c'est un antimétabolite comme l'Immurel, que vous devez connaître aussi, qu'empêche la prolifération des lymphocytes B et T et qui participent à la réponse immunitaire, que ce soit la production d'anticorps dirigés contre le greffon, comme dans les rejets cellulaires. Donc, on donne plutôt du CEL7 et on peut switcher au Mifortic ou à l'Immurel en cas d'intolérance ou d'effet secondaire. Quelqu'un qui a régulièrement une leucopénie, c'est-à-dire un manque de globules blancs sous CEL7, d'abord ça se dose, on peut faire des AUC, CEL7, mais si le patient n'est pas surdosé et qu'il a les globules blancs très bas avec un très fort risque d'infection, ben on va switcher pour l'Immurel ou pour un autre médicament, ou alors la diarrhée sous CEL7 qui est le grand classique. Parfois, c'est tellement intolérable pour le patient, même en l'absence de surdosage, qu'on est obligé de changer. On change d'abord de classe thérapeutique, de médicaments à l'intérieur de la même classe thérapeutique, excusez-moi. Donc, on passe du CEL7 au Mifortic. Parfois, on est obligé même d'aller jusqu'à l'Immurel, qui, pareil, c'est un antimétabolite, c'est un anti-rejet, mais qui clairement est moins efficace que le CEL7. Il y a plus de rejets sous Immurel. Donc, si vous croisez des greffés qui ont 25 ans de greffe, eux, ils vont être sous Néoral, Immurel, corticoïde. Vous allez dire, mais c'est quoi ce traitement? Bah, c'était le traitement d'avant. Et on est parfois obligé de repasser à ce type de traitement, mais avec des résultats qui sont plutôt bons. Hein. Donc, la trithérapie, on va dire classique, c'est corticoïde, un anticalcineurine, néoral tacrolimus, on va dire plutôt tacrolimus, et un antimétabolite, 7 Mifortic, Immurel, plutôt le 7 en première intention. Et les Après, vérolimus? Les Grolimus, Les vérolimus? c'est alors, encore une quatrième classe. alors ça, Oui, c'est la quatrième classe. C'est la classe Petit, mais C'est un US, mais qui n'est pas. C'est un inhibiteur de mTOR. effectivement, vous allez encore taper dans une autre voie de signalisation. Et en général, ce sera préconisé, on en voit très peu des patients sous des Everolimus. Aux patients, en fait, c'est une épargne du rein. En fait. L'Everolimus va être néphrotoxique, mais la cyclosporine et le tacrolimus sont encore plus néphrotoxiques. Ils ne sont pas bons pour le rein. Donc, ils vont être fortement déconseillés, voire contre-indiqués chez certains patients insuffisants rénaux. Et en fait, on peut venir mettre l'éverolimus et derrière baisser la posologie de cyclosporine ou de tacrolimus. En fait, c'est une épargne
dans le but de soulager le rein. D'accord. OK. Le tacrolimus est extrêmement toxique pour le rein. Donc, on sait que l'insuffisance rénale est très fréquente après la transplantation. Et donc, pour limiter la toxicité du tacrolimus, c'est ce que vient de dire Valentin, c'est que on met des vérolimus qui permettent de baisser les objectifs de tacrolimus et d'avoir un double objectif, deux antirejets bas. Hmm. Autre intérêt des inhibiteurs de mTOR, on va dire les vérolimus, le Certican pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, ça a un effet antitumoral. Donc, chez des patients qui ont des antécédents de néoplasie, de cancer, y compris des petits cancers cutanés, on peut proposer le Certican comme anti-rejet. Ça limite le nombre de cancers. Cependant, il a un énorme effet qui nous ennuie beaucoup, c'est que ça entraîne un retard de cicatrisation. Ça veut dire que c'est un traitement qui ne peut pas être pris quand on a une intervention chirurgicale de prévue, même une ablation d'un grain de beauté, hein. Il y a un vrai retard de cicatrisation, ça veut dire qu'il faut anticiper dès qu'on a un acte chirurgical, donc programmé et prévu, il faut l'arrêter 15 jours avant, il faut rebasculer un antimétabolique type Celcept, du coup refaire des prises de sang, attendre que la cicatrisation soit complète pour après repartir sur du Certican. Donc, c'est pas forcément, il n'est pas très maniable, quoi. Faut anticiper. Et puis, alors évidemment, quand il y a une chirurgie urgente, bah, tant pis, on l'arrête le jour de la chirurgie. Mais il y a un vrai retard de cicatrisation. Donc, c'est aussi un traitement qu'on donne jamais en post-greffe immédiat. Oui, ce qui est compliqué, évidemment, même pour les implants dentaires, quand vous avez des cicatrisations longues qui durent à peu près 4 mois. Donc, il vaut mieux les faire avant, en prévention, quoi, par exemple. Exactement. Pourquoi les anti-rejets doivent-ils être pris 12 heures d'intervalle et pourquoi à distance des repas? On en a déjà parlé tout à l'heure, en tout début, mais pourquoi 12 heures d'intervalle? Pourquoi 12 heures d'intervalle? Parce qu'il y a 24 heures dans une journée qu'on doit les prendre deux fois. Et ce, parce que il faut être sûr que la dose qu'on a sur toute la journée soit lissée dans le temps, que l'on ne soit jamais en surdosage ou en sous-dosage. S'il y a un moment dans la journée, il y a 8 heures d'écart entre deux prises, on risque d'être en surdosage. Et si jamais il y a 14 heures entre deux prises, on risque d'être en sous-dosage. C'est aussi des médicaments qui sont dits à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que c'est difficile à équilibrer. C'est pour ça aussi qu'on évite d'utiliser des génériques, ou alors quand on les utilise, on reste sur sur le même générique pour que justement les doses soient toujours les mêmes et bien fixées. Donc là, vous avez répondu à la question d'après que je voulais vous poser sur justement pourquoi les génériques ne sont pas autorisés pour les anti-rejets. Donc voilà, vous en avez donné Et, la raison. et Donc, Madame Gelasi, je voulais compléter oui, la réponse de ma collègue Marie. Il faut savoir que les médicaments, ils sont étudiés par les laboratoires qui les développent et ils n'arrivent pas comme ça sur le marché. Il y a des études, ce qu'on appelle pharmacocinétiques, où on va étudier le devenir du médicament du moment où on le prend par la bouche jusqu'à son élimination, qui peut être dans les selles, qui peut être rénal, peu importe. Et en fait, le profil des médicaments, il nous est connu et on va avoir un paramètre qui est très important, qui est la demi-vie. En fait, c'est 50% de la proportion du médicament qui est éliminé et c'est ça qui va conditionner le rythme de prise. Donc, c'est pour ça que dans des spécialités de tacrolimus, vous pouvez avoir du tacrolimus à libération immédiate, où ça va être 2 fois par jour, parce que la demi-vie va être plus courte. Et dans certains cas, on peut le voir, on a tous pris du kétoprophène LP et libération immédiate, on a du tacrolimus libération prolongée, ce qu'on appelle LP. Et donc, cette libération prolongée fait que le principe actif va se déliter dans le système, entre guillemets, plus lentement, ce qui va permettre de le prendre qu'une fois par jour. En fait, tout est conditionné par ces paramètres pharmacocinétiques. d'accord. Et concernant les génériques, peut-on faire confiance, comme pour le Cortencil, par exemple, parce qu'il est souvent en rupture de stock et nous Oui, sommes souvent effectivement. contraints de les prendre faute de mieux. C'est un peu touchy comme question. Il y aura un peu tous les avis sont contraires. J'ai envie de vous dire oui et non. Sur le Cortencil, il n'y aura aucun souci. Vous pouvez prendre le générique. Sur des anti-rejets, c'est un peu plus compliqué.
c'est plus délicat. On a eu le cas à Marine-la-Longue, on a changé de spécialité pharmaceutique. On est passé sur un autre labo pour une spécialité de tacrolimus qui était la même. En accord avec les pneumologues, on a dit OK, mais chez les patients qui étaient livrés, on a quand même fait un redosage. Donc oui, c'est possible. On peut changer de spécialité d'un immunosuppresseur, type tacrolimus. Corticoïde, il n'y aura pas de souci. Mais en accord avec le pneumologue, ça se fait pas, on ne fait pas ça comme ça. Donc, si votre pharmacien, demain, en fait, c'est votre cas qui va se présenter, vous allez à la pharmacie, il n'y a plus le corticoïde du laboratoire A, vous devez prendre le laboratoire B, c'est plus prednisone, mais ça s'appelle Cortencil ou l'inverse. Parce que des Oui, fois, il y a le nom de spécialité, il y a le nom de la molécule, on est un peu perdu avec tout ça, il n'y aura pas de souci. Par contre, si on vous switch votre tacrolimus du laboratoire A par le laboratoire B, essayez d'engager la discussion avec votre pharmacien. Pourquoi j'ai pas le A mais le B? Est-ce qu'il est possible d'avoir le A? Je suis équilibré sur cette molécule, c'est un peu touchy, j'ai pas envie de rappeler mon pneumologue, j'ai pas envie de refaire de dosage, c'est contraignant pour moi, sachant que mon pneumologue, il est à l'autre bout de la France, il est à Marine-la-Longue, j'habite dans le sud. Donc, essayez de mettre pas la pression à vos pharmaciens d'officine, mais de leur dire qu'il est toujours possible de trouver une solution. On a le cas tous les jours où il y a des patients greffés qui nous appellent, qui nous disent, bah, j'ai pas de médicament en ville, comment je fais? J'ai plus d'anti-rejet. C'est un peu aux pharmaciens d'officine d'activer certains leviers. Il est toujours possible de se procurer des médicaments. Faut qu'ils se bougent un petit peu, mais il y a toujours une solution. d'accord. Oui, c'est souvent le problème, en fait. Pardon. Et selon Le le problème, en dosage, fait, c'est qu'en officine, vous allez tomber sur quelqu'un qui est en intérim, un préparateur en pharmacie, lui, il va aller au plus vite, il y a d'autres clients derrière, il va vous dire, bah, j'ai pas, allez ailleurs. C'est pas ouais, une réponse et faut c'est être un peu intransigeant. d'être, de vous bagarrer, hein. Oui, On reste pacifique, on reste aimable, mais d'aller plus loin. C'est malheureux, mais c'est à vous d'aller plus loin et d'activer en fait la proactivité de votre interlocuteur. c'est ce qu'on essaye de faire en général. Et selon le Euh, dosage, le pharmacien parfois peut donner deux médicaments de même molécule, mais de deux laboratoires différents. Alors, est-ce aussi efficace? Donc, on a X milligrammes d'un labo, on va reprendre l'exemple de Cortencil pour plus de facilité, et oui. X milligrammes d'un autre labo avec du prednisone. Est-ce qu'on peut mélanger les deux? C'est-à-dire, on prend X milligrammes d'un avec un X milligrammes d'un autre. Moi, on va prendre l'exemple, Cortencil, je prends 5 mg de Cortencil, 5 mg de prednisone pour faire 10, il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Uniquement pour ce médicament-là, on est bien d'accord, Oui, hein, ce qui oui. n'est pas le cas de tous les médicaments, hein. Voilà, voilà, c'est pas le cas pour tous les médicaments. Et pour les médicaments qui sont génériqués, c'est le cas du tacrolimus, c'est le cas du Celcept, pas encore, il me semble, il n'est pas génériqué. La cyclosporine, le Néoral, je ne sais pas. En tout cas, pour le tacrolimus, là, ce sera beaucoup plus délicat. Hum. Pas même un nom de la part du patient. On va dire, non, donnez-moi tout mon traitement habituel. Bon, quand les personnes sont greffées, en général, les pharmaciens sont assez compréhensifs et vont dans le sens de l'ordonnance, hein, Oui, globalement. Ouais. oui, je pense que c'est plus simple en province, dans des petites villes, dans des villages. Il y a une relation qui est différente avec le patient, alors que si vous allez dans Paris, dans une grosse pharmacie, on va dire, qui fait du chiffre, ce sera beaucoup plus complexe. Oui. Mais si vous avez votre pharmacie d'habitude, ce sera beaucoup plus simple, oui. Et est-ce que vous connaissez dans le temps les effets secondaires des anti-rejets et du Rovalcit? Est-ce que Euh, vous avez du recul, là? il y en a beaucoup, hein. On pourrait vous dire des noms compliqués, on pourrait vous faire peur. Euh, Sachez que pour le Rovalcit, voilà, il peut avoir des effets ce qu'on appelle hématologiques. C'est-à-dire le Rovalcit va abîmer entre guillemets certaines lignées du sang, notamment les globules blancs, les globules rouges. Donc, il faudra un suivi, s'il y a du Rovalcit au long cours, il faudra un suivi par, euh, par examen biologique, examen du sang, mesurer le taux de globules blancs et de globules rouges. Après, les anti-rejets, comme on disait, certains ont des effets sur le rein, sont Mm. toxiques pour le rein. Le CSF, il est bien connu pour induire des troubles digestifs assez costauds. Donc, ça peut sécher au début, mais voilà, c'est connu.
La cyclosporine, pour moi, c'est celui qui a le plus d'effets indésirables. Il va provoquer des désordres métaboliques, donc d'hyperlipidémie. Il peut dérégler la glycémie. Il peut aussi dérégler la tension. Donc, il y a des phénomènes, notamment sur les anticalcitonurines, d'hypertension artérielle. Ça, faut l'avoir en tête. Donc, si vous suivez votre tension, si vous avez déjà des troubles de tension, sachez qu'avec les anticalcitonurines, ben, il y a un risque de déséquilibre tensionnel. Il faut l'avoir en tête. Euh, la cyclosporine a aussi des effets très particuliers, qui peut provoquer des dommages au niveau de la gencive, des gingivites, et dans certains cas, un développement de poils anormal. Donc, il faut, Mm. pour les personnes de la jante féminine, ça peut être un effet extrêmement sévère. Dans les narines, par Psychologiquement, exemple. comment? Dans les narines, par exemple. Développement des Oui, poils dans les Les narines. narines, ouais. ouais, pour le néoral. Ouais. Et à l'inverse, le tacrolimus, c'est plutôt une perte de cheveux. Oui, C'est l'inverse. C'est plutôt ce qu'on appelle une alopécie, le terme médical de perdre ses cheveux. d'accord. Donc ça, c'est tous les anti-rejets ont des effets secondaires à long terme. C'est pour ça aussi qu'on surveille la tension par les prises de sang, le diabète, le foie, enfin voilà. Mm. Et l'association de tous augmente automatiquement ces effets-là. Mm. Mais pour les anticalcinuries, c'est le rein. Oui, oui, oui. Je Et vous c'est pour ça confirme. qu'on vous demande de boire beaucoup, c'est pour ça qu'on dose, pour pas se retrouver régulièrement en surdosage, qui donne à chaque fois un à-coup sur le rein. Euh, voilà, ils ont tous des effets secondaires. Ouais. Oui, oui, oui. Et si on oublie une journée complète, le matin et le soir, on oublie de prendre nos anti-rejets, est-ce qu'on a un risque? Ou quel est le risque? Ce sera ton expérience, Ouais. Miguel. Alors le risque, alors une journée complète, c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire matin et soir. Ça peut arriver. D'accord. Alors, bah, en fait, le risque, c'est sachant que l'équilibre se fait donc en moyenne 48 heures hein, pour le tacro. On va parler du tacrolimus, par exemple. Euh, il va y avoir une baisse du taux circulant de tacrolimus. Hmm. Voilà, c'est sûr, puisque l'équilibre se fait avec 2 prises par jour, avec des demi-vies dont a parlé Valentin tout à l'heure. Donc, il va y avoir comme si vous faisiez un sous-dosage en tacrolimus. Ben, il y a un sous-dosage en tacrolimus. Donc, le risque, c'est le rejet. Après, on ne peut pas l'évaluer. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire il y a 12,5% de faire un rejet si on oublie 2 prises, il y a 22% si on oublie 2 jours. Enfin, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça entraîne un sous-dosage. Et le sous-dosage est un facteur de risque de rejet. Hmm. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre double dose. Quand on se rend compte le surlendemain, où on se dit ah, bah, j'ai 2 milligrammes matin et soir, c'est pas grave, je vais faire 4 et 4 et tout est bon. Pas du tout. Parce que si on revient aux explications de Valentin, il y a une absorption comme ça, 2 fois par jour. Donc, d'accord, ça va diminuer parce que vous n'en aurez pas pris, mais là, après, vous allez faire ça. Et là, vous allez être extrêmement toxique pour le rein. D'accord. Donc, le mieux, évidemment, c'est de ne pas oublier. Euh, Il y a quand même, on peut oublier un soir parce qu'on est invité ou on est resté, on discute et puis en fait, on est rentré trop tard et bah oui, on n'avait pas de tacrolimus sur soi. C'est quand même mieux d'avoir dans son sac à main un tout petit peu de réserve des anti-rejets. Euh, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose si on oublie une fois? Je ne peux pas vous répondre. Probablement pas grand-chose. Par contre, si on oublie une fois toutes les semaines, puis 2 fois toutes les semaines, puis une journée entière toutes les semaines, là, par contre, ça peut plutôt pas très bien se passer. Le risque, c'est le rejet. Donc, on baisse de la fonction respiratoire, on fait la fibro, on fait les biopsies. Et après, bah, c'est les bolus de cortisone, l'adaptation des traitements. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on tient vraiment beaucoup à ce que les traitements soient pris 2 fois par jour pour les anti-rejets, 1 fois par jour pour les corticoïdes. D'accord. J'anticipe une de vos questions qui est, mais comme il existe du tacrolimus LP en 1 fois, pourquoi tout le monde n'a pas de tacrolimus en 1 fois? Et ça permettra d'éviter de prendre un anti-rejet le soir à 22 heures.
Comme tout, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est une fois par jour, donc ça, évidemment, c'est beaucoup mieux. Le gros inconvénient, c'est que la durée de vie est plus longue, du coup, puisque c'est une fois par jour. Ça veut dire que quand on est en surdosage plus longtemps. Et à l'inverse, quand on est en sous-dosage, on est en sous-dosage plus longtemps. Voilà. Ok, Donc, on privilégie les patients qui ont une fonction rénale parfaite et qui peuvent se permettre d'avoir des surdosages un peu répétés. Euh, Chez des gens qui sont plutôt équilibrés, c'est-à-dire qui n'ont pas des grandes variations de taux sous une prise en 2 fois par jour. Mais c'est sûr que les surdosages et les sous-dosages font plus de dégâts quand on prend du tacrolimus LP. d'accord. Et la réduction des médicaments ou des doses de médicaments se fait à quel rythme? C'est par cas particulier, bien sûr, mais en général. Oui, voilà, c'est des cas particuliers. Globalement, on a pendant les 3 premiers mois post-greffe les objectifs maximum de tacrolimus. On essaye d'avoir des CELSEP plutôt très haut dosés, des doses assez élevées de corticoïdes. Et après, on baisse pour arriver à un équilibre à peu près à 1 an de greffe. Donc, on baisse progressivement. Tout ça dépend du nombre de rejets et des complications. C'est toujours un équilibre subtil entre bénéfices et risques. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale plutôt sévère et plutôt rapide en post-greffe, à 6 mois de la greffe, par exemple, qui a déjà une insuffisance rénale sévère, on va très vite baisser les doses de tacrolimus. S'il n'y a pas eu beaucoup de rejets. Donc, en fait, ça dépend vraiment du risque infectieux, rejet, tolérance. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de généralité. On sait qu'on peut aussi arrêter à un moment, parfois, les corticoïdes au bout de 3-4 ans de greffe. Alors que probablement qu'avant la greffe, on vous a dit, ah, les corticoïdes, c'est à vie. Mm. Quelqu'un qui a beaucoup de complications, type diabète, hypertension, et qui par ailleurs fait très peu de rejets, ou pas du tout, qui a une fonction parfaite, qui a l'ostéoporose, tout ce qui est induit par les corticoïdes, eh ben, on va proposer de l'arrêter. Et quelqu'un qui les tolère très bien et qui fait un peu plus de rejets, ben, on va plutôt les laisser plus longtemps. Donc, il n'y a pas de généralité, c'est vraiment, vraiment, vraiment au cas par cas. D'accord. Pareil, le 7-7, si c'est quelqu'un qui est hospitalisé pour des diarrhées avec des déshydratations, l'insuffisance rénale qui va avec la déshydratation, ben on va baisser les objectifs de 7-7, alors qu'on n'aurait pas fait à fonction respiratoire égale. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et en cas de vomissement, vous prenez les médicaments, une demi-heure après, vous rejetez vos médicaments. Vous reprenez vos médicaments tout de suite ou vous attendez les 12 heures le soir ou le matin? Qu'est-ce que l'on fait? Vous avez pris vos médicaments, on a pris nos médicaments, tous les médicaments, et une demi-heure, trois quarts d'heure après, on n'est pas bien, on a des vomissements, on rejette tous les médicaments. On les reprend tous ou pas? Ça peut arriver, ça, de vomir comme ça juste après la prise, c'est pas grave. On part du principe qu'un médicament, il met à peu près 1 heure à être absorbé. Donc, si vous vomissez un quart d'heure, une demi-heure après la prise, vous pouvez les reprendre. Par contre, au-delà d'1 heure, vous laissez tomber, vous reprenez la prise suivante parce qu'on part du principe que le médicament, il aura déjà eu le temps d'être absorbé avant les vomissements. D'accord. Et là, on a une question un peu importante malgré tout, même si elle paraît anodine. On a pratiquement tous des piluliers qui sont petits en réalité. Est-ce que l'on peut enlever la capsule des emballages de tous les médicaments pour pouvoir les mettre tous dans un même compartiment suivant le nombre que l'on a par prise? Parce que en général, quand on en a 6 ou 7, on ne peut pas mettre 6 ou 7 avec leur emballage. Excellente question. Eh oui, parce qu'on est bien embêté avec ça, je peux vous Toute la le dire. petite. Je ne vous cache pas quand j'enlève toutes les capsules. Ouais, Oh là là. ouais, alors ça, c'est une question que nous, pharmaciens, on n'aime pas trop parce que effectivement, les médicaments, quand on enlève les capsules, tout est mélangé là-dedans dans le pilulier. Vous en mettez sur les mains, vous en mettez sur le pilulier. Les médicaments entre eux, ben,
c'est comme si vous les avaliez tous en même temps, en fait, au sein de la petite, du petit pilulier, ils vont faire des interactions entre eux et potentiellement qu'il y en a un qui va moins bien marcher ou inversement. Euh, Moi, ce que je conseillais à mes patients, c'était soit d'avoir un plus grand pilulier, soit de découper les plaquettes. On découpait les plaquettes et on prenait autour, ce qui permettait en plus au moment de la prise d'être sûr que ce que vous prenez, ce que vous avez dans la main, c'est bien du tacrolimus et pas autre chose, par exemple. Ça permet de faire une ultime vérification. Même si j'ai super confiance dans la manière dont vous faites le pilulier, au moins comme ça, vous êtes certain une dernière fois que ce que vous prenez, c'est au bon moment. Il C'est la n'existe bonne molécule au bon moment. hmm. Il Et c'est n'existe pratique. pas de pilulier plus grand, hein. Donc, il y a quand même 7 jours dans la semaine. Vous imaginez, on va promener une valise, hein. Ouais, bah oui, je comprends bien, Oui, mais on n'aime pas trop, on ouais. n'aime pas trop l'ouverture des blisters, hein. Puis même pour la stabilité du médicament en lui-même, il y a des médicaments qui ne supportent pas d'être allergiques pendant une semaine. Effectivement, ouais. Bien. Et puis c'est pas dit que la molécule, que la petite pilule rouge reste rouge indéfiniment. Un laboratoire peut changer son conditionnement, sa forme galénique, et la pilule du jour au lendemain peut devenir bleue. Donc ça peut être déstabilisant en tant que patient et ça peut être gênant. Donc comme disait Marie, c'est vraiment important de garder le mystère. Ça prend pas forcément trop de place et ça permet de faire une vérification. Je vais me corriger. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir comme réponse. Bon, alors maintenant, on va emmener une valise hein, chaque fois qu'on sort avec tous nos médicaments. Alors, ça va pas être pratique, hein. Ou alors, Non, il va non, falloir inventer un pilulier. Donc, donc pour d'autres mots, comme un mal de gorge ou un rhume, est-ce que l'on peut prendre des médicaments comme des plantes pour nous soigner sans consulter? Non. Non, parce que alors les plantes, c'est pas parce que c'est des plantes, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément, comment dirais-je, Sans- sans risque. Et il y a beaucoup de plantes, malheureusement, qui ont des interactions avec les médicaments et qui peuvent induire des effets indésirables ou au contraire faire baisser les effets. De toute façon, si jamais vous avez un rhume, si jamais vous avez des petits maux comme ça du quotidien, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou à votre médecin euh, si, si vous voulez prendre des choses pour être certain que ça n'entre pas en interaction. Euh, j'insiste vraiment sur les plantes. Il y a énormément de plantes. Vous connaissez très bien le millepertuis, je pense, on Oui, vous en a parlé, qui est un médicament, enfin une plante qui a beaucoup d'interactions, qu'on trouve beaucoup dans les somnifères, dans les tisanes qui sont vendues comme ça en pharmacie, ou même parfois je crois qu'il y en a dans les supermarchés. Donc ça, il faut faire très très attention à ces choses-là. Pareil, tout ce qui est à base de pamplemousse, il faut faire attention aussi. Pas hésiter à en parler vraiment à un professionnel de santé pour vous aiguiller sur les choses que vous pouvez prendre et celles que vous ne pouvez pas. d'accord. Et, et Et est-ce qu'on peut prendre n'importe quel antibiotique, cette fois-ci prescrit par un médecin? alors, je vais répondre à la question juste pour revenir sur la question d'avant. Si vous avez un rhume, c'est-à-dire le nez qui coule, j'ai vu les petits-enfants, bon, ça va passer, je suis pas si mal. Bon, a priori, c'est quand même un virus et il faut surtout aller se faire tester parce que, alors, il y a des virus sur lesquels il n'y a pas de traitement. Le rhinovirus, qui est le virus du rhume, qui est le plus fréquent quand même, hein. Bah, en effet, il faut attendre que ça se passe. Mais il faut quand même surveiller puisque tout virus est susceptible d'entraîner une surinfection avec des bactéries après. Mais il y a quand même des virus, beaucoup de virus, pour lesquels il y a un traitement. Alors évidemment, on connaît la grippe, il y a quand même un traitement de la grippe, hein. La grippe, on ne reste pas chez soi. Dans la population générale, si, mais en transplantation, il y a le Tamiflu qui existe. Donc, il faut plutôt se faire dépister. Le Covid, on en a parlé en préambule. Il y a le VRS, qui est le virus de la bronchiolite du nourrisson, qui peut toucher les adultes, évidemment, et pour lequel on a un traitement, qui est la ribavirine. Et on a un autre virus qui s'appelle le parainfluenzae, qui, pour lequel on peut bénéficier d'un traitement en cas de signe important. Donc, le côté j'ai le nez qui coule, c'est toujours le début d'une infection virale. Donc, en fait, faut plutôt avoir les couvillons faciles
Et en laboratoire de ville, on peut quand même faire maintenant j'ai oublié le nom, ça doit être une triplex ou l'équivalent, qui est VRS Covid grippe. D'accord. C'est quand même 3 virus pour lesquels on a un traitement. Donc, voilà, pour rebondir sur la question d'avant et la question d'après, je ne me rappelle plus, qui est est-ce qu'on peut prendre un traitement Un antibiotique prescrit par un antibiotique, médecin? voilà. Voilà. Alors, il y a certains antibiotiques, il n'y a pas de souci. D'autres, c'est plus compliqué. Et je pense en particulier à la pyostacine, qui a une interaction très forte avec les anticalcinuries, c'est-à-dire Néoral tacrolimus. Euh, Au moindre doute, on passe un coup de fil à la coordination de greffe. Elles Mm. connaissent par cœur tous les médicaments tous les antibiotiques, pardon, qui ont des interactions. Mm. Donc, parfois, les médecins traitants, certains, de toute façon, ont très peur et disent appelez, voyez avec votre centre. D'autres sont un peu plus proactifs et prescrivent des traitements. En gros, passer un coup de fil, en fait. Oui, Les parce que coordinatrices de greffe, quel que soit le centre, hein. oui. Je ne parle pas des nôtres, je connais bien celle de Bichat et de Strasbourg, il y a zéro problème, hein. Et dans tous les centres, elles sont là pour ça. En tout cas, la pyostacine, non. Le macrolide aussi. Et les macrolides, ça dépend parce que certains greffés sont sous azithromycine déjà. Tu as pas trop Dans ces efficace. cas-là, voilà. En gros, il faut mieux appeler l'amoxicilline est pour faire souvent. simple. Mm. Et petit détail pour les médicaments, mais je pense que vous le savez tous, surtout pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, hein. Oui, oui, Ça, c'est important. on devrait même le noter sur l'ordonnance. On le fait pour certains patients, mais voilà. Oui, j'ai un peu mal au genou, je vais prendre du kétoprophène. Non, Oui. très toxique pour le rein, en Mm. association avec les anticalcinuriques. Eh bien, je vais passer à la dernière question parce que du coup, le temps passe très très vite. Et puis, il y a peut-être quelques personnes qui ont des questions aussi à vous poser. Euh, que faire en cas de voyage à l'étranger? On prend notre ordonnance, on prend nos médicaments, et si on est en rupture de stock et qu'il n'y a pas de médicaments, on se fait rapatrier en urgence, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres moyens? Alors, pour les voyages à l'étranger, donc déjà, il y a étranger et étranger, hein. Non C'est-à-dire, européens. il y a l'Allemagne et il y a l'Australie, et il y a l'Inde et le Pakistan. Enfin, voilà. Donc, ça dépend où on place le voyage à l'étranger en incluant aussi le décalage horaire. Si c'est Hors pour... CE, on va dire. Ouais. Donc déjà, faut qu'il y ait l'accord de votre pneumologue. Parce que ça veut dire que voilà, faut être dans un état stable où on sait qu'on peut partir 3 semaines, un mois, sans forcément avoir de prise de sang facilement accessible et tout ça. C'est Alors d'abord, il faut prévenir le pneumologue, tout simplement que si on veut partir dans des pays exotiques, le mieux est quand même d'avoir une consultation avec un infectiologue avant pour la mise à jour des vaccins. Il y a des vaccins qui sont autorisés, il y a des vaccins qui sont complètement contre-indiqués pour les greffés. Donc, de toute façon, une consultation du voyageur avant, ça existe dans tous les gros centres hospitaliers euh, en France, hein. Je ne parle pas du tout que de Marie-Lannelongue, hein. Tous les CHU qui suivent les patients transplantés ont un service de maladies infectieuses et ont des infectiologues qui font des consultations du voyageur. Euh, Ce qui est sûr, c'est que parfois, dans certains pays, on va vous demander une ordonnance en anglais. Mm. Dans ces cas-là, il faut le demander au médecin ou à la coordination de greffe et on vous le fera, on a l'habitude. Il faut jamais mettre son traitement en soute. Ah oui, bah oui, Si on perd votre valise, et ben voilà. Donc, il faut important. toujours avoir l'intégralité des médicaments dans le bagage cabine avec l'ordonnance et bien évidemment en prendre plus que prévu en termes de nombre de jours si jamais il y a un problème et que vous devez rester quelques jours en plus pour des Mm. raisons de grève, de tout ce qu'on veut. Voilà, il y a le problème du décalage horaire. Aussi. Faut en parler au médecin. Si c'est un décalage horaire, je ne sais pas, si vous décidez d'aller en Égypte et qu'il y a 1 heure de décalage horaire, ben, en gros, vous faites comme vous voulez, hein, c'est-à-dire où vous restez aux mêmes horaires qu'en France ou alors vous décalez d'1 heure. Après, quand c'est pour les États-Unis ou autres destinations, on arrive sur du 6-8 heures de décalage horaire. Dans ces cas-là, il faut voir avec votre pneumologue qui vous fasse un plan Mm. de prise de traitement.
Bien évidemment, il faut toujours prendre une assurance annulation parce qu'il peut y avoir la prise de sang 2 jours avant le départ ou vous présentez une insuffisance rénale très sévère et votre centre de greffe vous rappelle pour une hospitalisation et pour une annulation. Donc, il faut vraiment toujours prendre une assurance annulation et voir avec votre assurance personnelle sur une assurance rapatriement. Euh, voilà à peu près. Et la consultation du voyageur, c'est bien aussi parce que vous avez des consignes en cas de diarrhée, Mm. en cas de fièvre. On anticipe un petit peu et on vous pré-prescrit des antibiotiques que vous aurez du coup sur vous, ce qui permettra, il faudra appeler la coordination et vous aurez le médecin, mais qu'on vous dise, ben, prenez celui-là, plutôt prenez un autre. Voilà. En tout cas, dans les pays très exotiques, c'est évident que l'eau doit être embouteillée et il ne faut pas se laisser tenter par le petit jus d'orange très sympathique sur le marché. Oui, évidemment. Euh, voilà, ça s'anticipe. Tout est Oui, faisable, mais il y a quelques petites précautions à faire. Et on peut quasiment dans tous les pays faire des prises de sang si jamais il y a besoin, mais en général, on conseille plutôt d'en prendre une 2 jours avant, de faire une prise de sang 2 jours avant et le lendemain du retour. d'accord. Je OK. rajoute parce que c'est mon côté Oui, pharmacologue, mais quand vous partez comme ça dans des pays où il peut faire très chaud, les médicaments ils sont pas toujours stables, hein, et il faut faire attention de les garder dans des endroits qui soient relativement frais et surtout à l'abri de la lumière. et sous blister, bien entendu. Voilà, ça rejoint le problème de tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole, on a encore quelques minutes, si vous le voulez bien. Je vais laisser la parole à toutes les personnes présentes aujourd'hui, si elles ont des questions complémentaires à vous poser. Donc, levez la main si quelqu'un veut poser une question. Jacques? Oui, je veux bien. Bonjour à vous. J'ai failli être en retard à cette réunion parce que j'étais chez mon dentiste pour une consultation de contrôle et elle me demandait si dans le cas de consultation dentaire de contrôle annuel, on me prescrivait une antibiothérapie et je n'ai pas su quoi lui répondre. Alors, ça dépend de quel type de soins. Si c'est un détartrage Détartrage, simple, voilà. contrôle. Alors, détartrage simple, soins, on va dire classiques, il n'y a pas besoin. Par contre, dès que ce sont des soins un peu plus lourds, il faut avoir une antibiothérapie périopératoire. On va considérer que c'est une mini-opération. Et dans ces cas-là, ou elle vous le prescrit, ou nous, on vous le prescrit, en sachant que c'est une antibiothérapie en général plutôt classique, type amoxicilline ou augmentin, c'est ce qu'ils prescrivent le plus souvent. Et il n'y a aucun problème, sauf si vous êtes allergique à la pénicilline, évidemment. Mais il n'y a pas, sur des soins courants, il n'y a pas d'antibiothérapie prophylactique. Très bien, merci. Et tout à l'heure, vous parliez du Covid et de la nécessité d'être vacciné contre le Covid. Quel est le rythme pour des immunodéprimés de vaccination? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est différent Tous les pour la 6 mois, vaccination Covid? tous les 6 mois, les OK. choses sont assez. Et pareil, j'anticipe éventuellement une question qui revient régulièrement, c'est-à-dire que on a prouvé en 2021 que quand vous avez été vacciné 3 fois en fonction de la distance de la greffe, que vous ne développez pas forcément, enfin les greffés hein, au sens large, d'anticorps. En pratique, on se rend compte que à la quatrième, cinquième ou sixième injection, vous développez des anticorps. C'est exceptionnel quand on fait des sérologies Covid chez les patients transplantés pulmonaires, qu'il y ait encore des sérologies qui soient négatives chez des gens vaccinés tous les 6 mois. Donc vous arrivez, mais à force de stimulation, par la vaccination, à développer des anticorps. Donc il faut le faire et le rythme, c'est tous les 6 mois. Les OK, recommandations merci. actuelles, en tout cas. Une autre question avant de libérer Marie-Thérèse? Ah, activez votre micro. Toujours pas.
J'ai pas forcément compris les questions concernant le tacrolimus. Il y a plusieurs médicaments recouverts par le terme tacrolimus. Moi, je prends du Prograf. Et est-ce que c'est un générique? Non, en fait, c'est pas un générique, c'est qu'il y a deux laboratoires différents qui fabriquent du tacrolimus. Donc le Prograf, j'ai oublié le nom du laboratoire, c'est Roche, non? Non, je sais plus. Moi, je crois que c'est Roche, ouais. Roche. Enfin, peu importe. Et il y a l'Adopor qui est un autre laboratoire. C'est D'accord. du tacrolimus avec une durée d'action de 12 heures. Et ce qu'il faut éviter, c'est prendre un coup du Prograf, un coup de l'Adopor, un coup du Prograf, un coup de l'Adopor. Ou les greffés sont sous Prograf, ou les greffés sont sous Adopor, en sachant que c'est du tacrolimus pour les deux. C'est une durée d'action, enfin, il faut le prendre 2 fois par jour pour les deux. Voilà, mais ce n'est pas un générique en soi. D'accord. C'est deux laboratoires qui fabriquent le médicament. Et C'est le j'avais, Doliprane et le Dafalgan. Exactement. et- s'il vous plaît, j'avais une autre question. Dans les analyses de sang, à quoi voit-on que le dosage des antirejets? Il faut regarder où? Il faut regarder, normalement sur le résultat, il doit y avoir marqué à un moment dosage tacrolimus, puisque Oui, la à la fin. molécule, c'est le tacrolimus. Et pour le Celcept et pour le prednisone? Le prednisone ne se dose pas. On fait des tests quand on veut arrêter les corticoïdes. Donc ça, c'est complètement autre chose, mais on ne dose pas le prednisone ou cortencil, je ne sais pas lequel vous avez. Et pour le Celcept, c'est très particulier parce que ce sont des AUC, c'est-à-dire des herbes sous la courbe. Ça se fait à l'hôpital, on va dire. Et on vous fait plusieurs prises de sang. C'est-à-dire avant que que vous le preniez, 20 minutes, 60 minutes, 2 heures, 3 heures. Et comme ça, on voit l'absorption et on calcule l'air sous la courbe, c'est-à-dire ce que vous recevez en tout de cette set. Donc, ce n'est pas du tout sur des prises de sang de ville. Et on le fait, ça dépend des centres. Il y a certains centres de greffe qui surveillent beaucoup la UC Celcept, le dosage de Celcept. D'autres qui ne le font jamais, qui le font en cas d'intolérance ou de rejet répété, enfin, quand ils ont un doute. Donc ça dépend vraiment de votre centre de greffe. En tout cas, ça peut se doser. C'est pas classique, hein, on ne fait pas à chaque fois comme le tacrolimus, hein, pas du tout. Ok. Mais et ça ne se fait qu'à l'hôpital, D'accord. dans votre centre de greffe. Et le Prograf me fait chuter les cheveux. Est-ce que Ouais, votre tacrolimus éviterait cet inconvénient? Non. 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 C'est propre à la molécule. Ensuite. Fabrice, tu avais une question à poser? Tu réactives ton micro, s'il te plaît? Ton micro. C'est un Ah, c'est professionnel bon? en plus. Oui, c'est Oui, bon, Ah, c'est Fabrice. bon. Bonjour, docteur Doria. bonjour. Oui, à propos du sel, parce que au début, pendant les premiers mois, je prenais vraiment pas du tout de sel, enfin, ou quelques grammes, mais est-ce que les 6 grammes par jour, c'est toujours d'actualité, ça, ou C'était pas maximal? 3 grammes d'ailleurs? C'est 3 grammes ou 6 grammes? C'est pas beaucoup, hein? Parce que je suis un peu. En fait, j'ai aucun effet visible, moi, du sel sur moi, hein. Enfin, je veux dire, pas d'œdème, rien. Donc, après, je sais que ça fait de la tension, et puis ça. Voilà, c'est pour les reins, peut-être, c'est pas bon non plus. Alors, en fait, c'est pareil, c'est au cas par cas. Ça dépend des effets secondaires des traitements. Si vous avez de l'hypertension artérielle, si vous avez, je vais utiliser un terme qui n'est absolument pas médical, mais de la rétention d'eau, comme on dit classiquement, c'est-à-dire des œdèmes des jambes, un peu c'est évident qu'il faut être en sensel strict. Si vous avez pris 30 kilos depuis la greffe, je sais que ce n'est pas le cas, hein, mais si vous prenez 30 kilos en 2 ans parce que vous mangez un peu trop salé et qu'il y a une rétention de toute façon liée à la corticothérapie, on va resserrer. Si vous ne faites pas d'hypertension, si vous n'avez pas d'œdème, si votre poids est stable, on peut commencer à augmenter un petit peu le niveau de sel. Mais c'est vrai que classiquement, au début de la greffe, on dit sans sel, sans sucre, pour tout le monde. Ou sans trop de sel, sans trop de sucre. Tout dans la mesure. Et après, on voit en fonction des effets secondaires et des complications des patients. Et à l'inverse, là où vous allez dire, les pneumologues, vous n'êtes vraiment jamais logique, c'est que quand on développe une insuffisance rénale qui est liée à la toxicité du tacrolimus,
on demande aux gens de prendre un peu de sel pour qu'il y ait, et quand on dit buvez de l'eau de Vichy, bah, c'est du sel, hein. Mm. C'est du sel et de l'eau. Et quand on hospitalise un patient parce qu'il a une insuffisance rénale, et ben, la première chose qu'on lui passe, c'est du sérum physiologique, de l'eau et du sel, hein. Donc, bah oui. Donc, faut trouver l'équilibre entre avoir ce qu'on appelle, nous, une volémie, c'est-à-dire un état d'hydratation correct, mais qui passe aussi un peu par le sel, hein, puisque le sel retient l'eau. Donc, quand on prend un peu de sel, bah, automatiquement, on a une meilleure volémie, c'est-à-dire suffisamment de liquide dans les vaisseaux pour bien hydrater le rein et pour qu'il y ait moins de toxicité du tacrolimus. Donc, il faut trouver l'équilibre entre, il faut que vous ayez suffisamment de volume sanguin et donc d'hydratation et donc un peu de sel pour le rein et pas trop pour éviter l'hypertension, pour éviter les œdèmes des membres inférieurs et tout ça. Donc, pareil, il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est vrai qu'on peut vous dire sans sel et puis d'un seul coup, vous arrivez pour une insuffisance rénale et hop, première chose qu'on vous perfuse, c'est du sel. À propos des corticoïdes, à quel rythme on doit faire les densitométries osseuses? Alors, aucun rhumatologue n'est d'accord. Euh, En moyenne, c'est tous les 5 ans. Et ça dépend du résultat de la précédente. S'il n'y a pas d'ostéoporose à la précédente, c'est 5 ans. S'il y a une ostéoporose sévère et que le rhumatologue met en route un traitement assez puissant contre l'ostéoporose, on est plutôt à 2-3 ans le contrôle. Un contrôle D'accord, 3 ans après. Mais on va dire le classique, c'est 5 ans. d'accord. Une dernière question. Bon, là, actuellement, j'en ai pas besoin, mais j'ai eu besoin de prendre du Cresemba à une époque, et c'est une galère pour en trouver. Ça peut être une galère. Alors, je laisse les Ouais, pharmaciens se ça, débrouiller c'est. avec cette question, du coup. Vous avez du mal à le trouver en ville? Ah oui, 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 en ville, on trouve pas dans mon coin. Bah, je suis à Montgeron, je suis dans l'Essonne. C'est quand même une grosse pharmacie. C'est quand même proche de. C'est quand même pas. Eh ben, on n'en trouve pas. Il faut aller à Créteil. Bon, c'est pas super loin, mais il faut aller à l'hôpital, à la Oui. pharmacie de l'hôpital, en chercher, ou alors même à Villeneuve, ils en font pas. À Villeneuve-la-Garenne, à Villeneuve, Villeneuve-Saint-Georges. après, ça dépend. Voilà, en fait, pour récupérer ces médicaments à l'hôpital, il faut que le service pharmacie ait ce qu'on appelle une rétrocession. En fait, c'est une Ouais, autorisation de donner des médicaments aux patients. À Marine-Lanogle, on ne peut pas pour l'instant. Ce ne sera plus le cas dans le nouvel hôpital, on aura une rétrocession. Donc, bonne nouvelle pour nos patients qui sont un peu démunis face à cette pénurie de médicaments. Mais en principe, voilà, votre solution backup, ouais, c'est Créteil, vous me dites. C'est c'est ouais, ouais. c'est beau, mais au moins, vous D- avez le traitement. D'accord. Oui, C'est le meilleur backup, en fait, c'est l'hôpital. Hmm. Quand il y a une rétrocession possible sur la molécule. Tous les médicaments ne sont pas rétrocédables. D'accord. donc c'est le problème en effet de la rétrocession hospitalière et de certains médicaments. Le Cresemba en fait partie, l'Ambisome aussi, parmi les médicaments que vous avez régulièrement, enfin qui peuvent faire partie de l'ordonnance du patient transplanté. Après, tous les CHU, je parle pour les provinciaux, tous les CHU ont une rétrocession hospitalière. Nous, il faut attendre la construction du nouvel hôpital. Il y en aura une à Marie-Lannelongue dans 1 an et demi, du coup, normalement. D'accord. 2, pardon. Merci beaucoup. Azama, Merci. tu avais une question à poser? Tu peux réactiver J'ai, ton micro. Une dernière, parce qu'il est 7h04 déjà. justement, j'ai pas mal de questions, mais bon, je commence On va par le faire plus bref, hein, important. Azama. Oui, je commence par le plus important pour moi. En fait, je suis diabétique, donc j'aimerais savoir l'interaction avec le diabète parce que hier, j'ai eu un problème de glycémie, d'hypoglycémie en fait, vachement baissé. J'ai transpiré, j'étais pas bien du tout. Et puis j'ai un autre problème, c'est le rein aussi. Donc je prends Dexetral et puis Avotar, les deux molécules. Pour le cœur, je prends Bisoprolol, donc ça on connaît. Et, et, et pour le diabète aussi, je pense que s'il y a un traitement que je prends pour les yeux, des gouttes, qu'on appelle ça Azopt. Ouais. Donc, est-ce que ça peut influer aussi sur le diabète quelque part ou pas? Alors, Surtout vous- d'abord l'interroger, en fait, parce sur que c'est ça. les, sur les médicaments immunosuppresseurs, il n'y aura pas de médicaments hypoglycémiants. Donc là, votre hypoglycémie d'hier, elle n'est pas liée aux immunosuppresseurs,
C'est un déséquilibre entre votre glycémie et potentiellement votre alimentation. Je ne sais pas si vous êtes sous insuline, quel médicament vous prenez pour le En diabète? fait, avant, je prenais des médicaments parce que je suis type 2, mais depuis l'opération, même avant, ils ont commencé à me mettre sur l'insuline. Oui. Ouais, il y a certains types 2 qui, Ouais. le Mais diabète est très avancé, on est obligé de mettre une thérapie par insuline. ouais. Voilà. Oui. Je Et, pense que c'était l'insuline parce je que pense j'avais que mis c'est le jeu trop d'adaptation de qui est doses, en complexe fait. Du sur coup, l'insuline. j'étais trop bas. C'est passé, mais bon, c'était très dur hier, en fait. C'est très, très dur. C'était des moments terribles. Par contre, il y a aussi le Volvon. Donc, c'est un antiparasite, je pense, qu'on utilise aussi. Ouais, bonne. Ouais. Ouais. Et puis, je suis souvent des diarrhées. Donc, on m'a fait basculer, switcher le Celcept par Mifortic, Ok. qui pour l'instant, je trouve il est pas mal pour moi. Mais c'est surtout cette histoire de diabète et le glycémie et puis le rein. C'est les deux problèmes qui, qui me gênent le plus actuellement avec le greffe. Oui, bah c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les corticoïdes qu'on vous a donnés pour la greffe, automatiquement a déstabilisé le diabète et donc d'un diabète qui se traitait assez facilement par des comprimés, pardon, est obligé maintenant de se traiter par de l'insuline. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez en effet un suivi. Voilà, il faut s'adapter à ce nouveau traitement qui est beaucoup plus compliqué à gérer en fait, hein. Oui, c'est très Parce que c'est compliqué. des piqûres, il faut faire des dextros. Alors il y a oui, des surveillances un peu en permanence, mais il peut y avoir des hypoglycémies dues à l'alimentation, au stress, à plein de choses, aux doses d'insuline qu'il faut en permanence adapter. Et Mhm. après, vous l'avez cité, hein, vous aviez des diarrhées sous Celcept, on vous a passé au Mifortic. Et peut-être que si ça ne s'améliore pas, il faudra repasser à autre chose, redoser. Enfin, c'est un peu c'est le problème de la multiplicité des médicaments et des interactions entre elles, où il faut arriver à trouver le médicament qui est responsable de tels symptômes. Et ça, c'est un peu compliqué. Souvent, la Wellvone, ouais, les patients n'aiment pas trop. Mhm. Parce que c'est un Oui, mais fibro, moi, pardon. c'est vrai, au début, j'arrivais pas avec le Velvel. On m'a même arrêté à un moment donné, ils l'ont arrêté parce que j'avais tellement des diarrhées énormes, ils l'ont arrêté complètement. Mais là, maintenant, j'ai repris et le diarrhée, ça recommence quand même. Ça vient de temps en temps et ça dure presque 2 semaines, 3 semaines. Bon, là, j'ai une consultation à Lyon avec un spécialiste, donc il va voir la suite de tout ça parce que c'est pas normal en fait. Oui, Ouais. c'est pour ça que on vous demande aussi, souvent lié aux effets secondaires, hein, d'avoir un cardio, un gastro, un rhumatologue, Oui, j'ai un tout jusqu'à. diabétologue, Ouais, Un ouais. endocrinologue. Oui, ou voilà. endocrinologue, moi je vois tout le monde presque. Ah, oui, oui, oui. Ah, Ophtalmologue même. on a Voilà. tous les spécialistes avec la greffe, donc Ouais. 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 Mais Bien. justement, est-ce que la toxicité des médicaments, le Celcept par exemple, est-ce que la toxicité est cumulative? C'est-à-dire, est-ce que on peut très bien supporter un médicament pendant une certaine durée et se mettre à avoir les effets secondaires après, parce que ça sera cumulé ou pas? Oui, on peut toujours, parce que l'absorption des médicaments n'est jamais la même au fil du temps, parce qu'on a rajouté d'autres médicaments qui modifient l'absorption. Enfin, oui, on peut. Et on peut, pour revenir sur le 7-7, être parfaitement bien dosé en février 2024 et en octobre être en surdosage alors qu'on prend la même chose, la même dose. C'est comme l'allergie, vous pouvez être allergique instantané, vous allez avoir une hypersensibilité d'un coup, et certains types d'allergies vont être retardés, c'est-à-dire que c'est la énième prise d'un médicament que vous allez faire un syndrome allergique assez sévère. Donc, il y a cette variabilité qu'il faut prendre en compte. Bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va vous libérer parce que le temps passe très très vite. Il est déjà 17h10. Merci Je voulais beaucoup, vous hein. remercier, docteur Doria, et les pharmaciens qui ont eu la gentillesse de nous accompagner et de répondre à toutes nos questions. Et toutes les réponses qui nous permettront aussi de mieux comprendre, de mieux gérer la prise de nos médicaments.
de garder bien les emballages, c'est très important et j'insiste. Et merci à tous pour votre participation. Pour votre information, il y avait 6 centres de greffe représentés aujourd'hui parmi 10 greffés que nous sommes ici dans cette visio. Donc, il y a 3 autres personnes qui ont une fibrose pulmonaire et qui sont soit en attente de greffe ou peut-être pas. Ils verront suivant l'évolution des traitements à venir. Donc, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé et surtout pour vos réponses totalement limpides. Et je vous dis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup à vous et puis Merci. à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. à tous.